Monsieur le Président de la République, je me vois contraint, à l'âge de 50 ans, de faire valoir mes droits à la retraite comme professeur. Ma maladie a été déterminée par l'excès du travail auquel je me suis livré pendant des années. En octobre 1872, le professeur de chimie, Louis Pasteur, est fatigué. 4 ans plus tôt, un accident vasculaire l'a laissé en partie paralysé du côté gauche. La guerre de 1870 l'a profondément affecté. Fervent nationaliste, Pasteur ne s'est pas remis de la défaite française et de la perte de l'Alsace-Lorraine. Quant à sa vie de famille, c'est une succession de drames. Sur le plan personnel, il n'a pas du tout été épargné. Il a eu 5 enfants avec sa femme, Marie, et puis il lui en reste un fils, Jean-Baptiste, et une fille, Marie-Louise. Et il a perdu 3 de ses filles de maladie, 2 de typhoïde et 1 d'une tumeur du foie. Donc il est très éprouvé. Pourtant, si Pasteur prend sa retraite d'enseignant, c'est pour travailler plus encore. Le chimiste se passionne pour des êtres microscopiques, ce qu'on appellera bientôt les microbes. Et il poursuit sans relâche les recherches qui l'ont rendu célèbre. Sa réputation s'est vraiment établie du fait de ses travaux sur les fermentations. Les fermentations, ça permet de faire du vin, de la bière, des yaourts, etc. Et à l'époque, on ne savait pas très bien ce qui causait les fermentations. Pasteur a montré que c'était des micro-organismes qui causaient les fermentations. Grâce à cette découverte, Pasteur a compris d'où viennent les maladies du vin et comment les combattre. Il a même inventé un procédé de chauffage, la pasteurisation, qui élimine les germes indésirables. Et il a désormais une intuition. Ces micro-organismes ont sans doute un rôle beaucoup plus important. Pasteur s'est dit, si un microbe, ce tout petit micro-organisme, est capable, en se multipliant, de provoquer des phénomènes que tout le monde peut voir, la fermentation, est-ce que ça ne pourrait pas être aussi des micro-organismes qui causent les maladies infectieuses? Un être invisible à l'œil nu, responsable de maladies humaines. L'idée est révolutionnaire et elle ne le quitte plus. Oui? Tu ne m'entendais pas? Nous allons dîner. Oui, j'arrive tout de suite. Pourtant, Pasteur hésite. Il n'est pas médecin. Ce n'est pas son domaine. Il lui manque quelque chose pour le pousser sur ce terrain. Quelque chose, ou peut-être quelqu'un. À 1000 km d'Arbois, dans la petite ville prussienne de Wolstein. Un jeune médecin de campagne est lui aussi en plein questionnement. Allez-y, tendez votre bras. Ça tire. Alors, si ça tire, c'est bien. Vous pouvez vous habiller, monsieur Kaufer. C'est pas cassé, docteur. Mais non, c'est... Le docteur Robert Koch enchaîne les consultations, mais ce ne sont pas ses patients qui le préoccupent le plus. Et vos bêtes, comment vont-elles? Oh, pas bien, docteur. J'en ai perdu 3 encore. Toujours le charbon? Une plaie, docteur, une malédiction, on s'en sort pas. Et pourtant, je vous jure qu'on les traite bien, docteur. Le docteur s'intéresse à la maladie du charbon, un fléau qui décime les troupeaux de la région. Comme je vous le disais, docteur, mon voisin qui a pourtant bien le double de bêtes que moi. Je vais vous raccompagner, messieurs. Le docteur a encore beaucoup de travail. Ah oui, naturellement. Dès qu'il a fini sa journée, Robert Koch n'a qu'une hâte, reprendre son travail de chercheur. Ils sont tous pareils, tes patients. Ils t'aiment tellement que si je ne les mets pas dehors, ils vont rester pour souper. C'était le dernier? Oui, Robert. La petite Erika est passée, mais ça pouvait attendre. Elle repassera demain. Merci, Amy. Il passe des heures dans son laboratoire de fortune, face au microscope offert par sa femme. Il voudrait trouver la cause de ce terrible charbon. La maladie tue à l'époque des centaines de milliers de bêtes en Europe.
Les animaux enflent et meurent en quelques heures avec une hémorragie de sang noir. Quant à son origine, elle est particulièrement mystérieuse. C'est une maladie qui apparaît pendant l'été et il existe un phénomène très curieux qui est celui des champs maudits. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les épidémies sont récurrentes tous les ans ou régulièrement dans le même endroit. On appelle ça des champs maudits. Comme d'autres avant lui, Corr découvre dans le sang des animaux infectés des petits organismes allongés, une forme de bactéries qu'on appelle des bacilles. Mais comment être sûr que ces bâtonnets sont à l'origine du mal et non, par exemple, une conséquence de la maladie? La science médicale est alors en pleine ébullition. Des chercheurs, des médecins, des professeurs d'université se disputent sur l'intérêt de ces petits êtres invisibles à l'œil nu. Sont-ils insignifiants comme le prétend le professeur Virchow, le plus célèbre des savants allemands? Ou jouent-ils un rôle dans les infections comme le suggère Lister, le chirurgien anglais, ou Pasteur, le chimiste français? Dans son cabinet de campagne, Corr ne connaît sans doute ni Lister, ni Pasteur. En revanche, il a suivi les cours de l'anatomiste Jacob Henle. Son maître est un des premiers à affirmer que des micro-organismes pourraient transmettre des maladies. Henle postule qu'il doit exister des petits corps, des êtres vivants qu'il appelle agents contaminants. Il pense qu'il faudrait pouvoir être capable d'isoler ces corps, de les cultiver et ensuite de les transmettre à un animal de laboratoire où ils vont à nouveau déclencher la même maladie ou une maladie similaire. Mais Henle était un théoricien. Il n'avait rien démontré. Le docteur rêve de valider la théorie de son maître. Tu viens? T'es gourmand, toi. Viens, la salade. Tu manges pas, toi? Papa a dit que tout le monde devait manger un petit morceau de salade. Corr récupère des lapins auprès des fermiers voisins pour ses expériences. Attends tout? Il en confie la garde à sa fille, la petite Gertrude. Bah, tu manges pas, t'as pas faim. Toi, t'as l'air d'être malade. Il parvient à contaminer des lapins avec du sang infecté. Papa, il y a un lapin qui est malade. Mais rien ne prouve que c'est la bactérie et non pas un autre composant du sang qui transmet la maladie. Pour s'en assurer, il faudrait qu'il parvienne d'abord à la cultiver. Est-ce que je peux les voir? Tu les verras tout à l'heure. Est-ce que je peux les donner à papa? Non, Gertrude, ce ne sont pas des jouets. J'ai vu le directeur de l'abattoir. Il ne m'a pas fait payer. J'ai voulu, mais rien à faire. Il m'a dit que pour le docteur, ce serait toujours gratuit. Merci. Après des semaines d'expérience, le docteur a enfin trouvé dans quel milieu cultiver ces bactéries. On dirait que je t'apporte de l'or. Mais c'est très précieux, tu sais. Je crois que je viens de faire un grand pas. C'est quoi, papa? C'est des œils? Ah, ce sont des yeux de bœuf. C'est pour les expériences de papa. C'est bizarre, n'est-ce pas? Oui. Toi, tu fais toujours des expériences bizarres. Toujours. Le liquide contenu dans la cavité de l'œil est stérile. Corr l'aspire de l'œil de bœuf et l'utilise pour ses cultures. L'avantage de ce liquide de l'œil de bœuf, c'est qu'il est très riche en nutriments. Les bactéries s'y sentent très bien et y grandissent vite. Comme il l'espérait, en quelques heures, les bactéries suspectes se sont multipliées dans l'œil de bœuf. Mais Corr observe également un phénomène étrange. C'est incroyable. Des petits points brillants apparaissent à des intervalles réguliers. Soudain, le docteur comprend ce qu'il voit. Ce phénomène a déjà été décrit par un chercheur allemand. Ces points brillants, ce sont des spores.
des bactéries déshydratées qui peuvent rester des années en hibernation. Voilà qui expliquerait peut-être comment la maladie réapparaît aux mêmes endroits après plusieurs années. À condition, bien sûr, que ces bactéries soient les responsables du charbon. Car pour terminer la démonstration, il lui reste une dernière étape. Injecter sa culture à un animal sain. Papa, il y a un lapin qui est très malade. Il va venir, ne sois pas si impatiente, Gertrude. Tu vas lui déchirer la veste à tirer comme ça. Lequel, le gros, Trudmy? Oui, le gros, il bouge plus du tout. Avec la raison. C'est pas grave, papa? Mais si, c'est grave. C'est très grave, même. Tu as réussi, Robert, n'est-ce pas? Robert Corr est dépassé par sa découverte. Pour la première fois au monde, lui, le petit médecin de campagne, vient de prouver qu'une maladie se transmet par un microbe. Dans les milieux scientifiques, ces résultats font sensation. Le docteur doit aussitôt faire face à des contradicteurs, dont un célèbre chimiste français. La séance est levée. À Paris, à l'Académie de médecine, le jeune retraité Louis Pasteur ne décolère pas. J'ai la traduction complète depuis hier, et ça n'est pas sérieux. On ne peut pas affirmer un résultat d'une telle importance avec une telle légèreté. Enfin, il n'a fait aucune dilution. Ces conclusions sont pourtant celles que vous suggériez dans vos travaux, monsieur Pasteur. Pas précisément, il n'en dit aucun mot. Vous trouvez ça normal? C'est vraiment lui, Pasteur, qui, le premier, a dit de façon claire que les maladies, comme les fermentations, devaient être dues à des microbes. Que chaque fermentation avait son microbe, il pensait que chaque maladie devait avoir son microbe. Et là, on voit un jeune médecin totalement inconnu qui prétend démontrer vraiment clairement qu'un microbe cause une maladie, la maladie du charbon. Donc c'est la première raison de voir sa théorie prouvée par un petit médecin, ça ne lui plaît pas. C'est peut-être un autodidacte. Il n'a pas accès aux revues scientifiques. C'est un médecin de campagne, complètement inconnu. Voilà. Sans doute qu'il ne parle même pas français. Ah oui, c'est un Allemand. Deuxième chose catastrophique, c'est que ce médecin est allemand. En plus, c'est un Allemand. Pourtant, 10 ans plus tôt, Pasteur était un admirateur de l'Allemagne. Mais la guerre a tout balayé. Juillet 1870. Napoléon III s'attaque aux Prussiens Bismarck. Trop sûr d'elle, mal préparée, l'armée impériale est laminée en une vingtaine de jours. Le 2 septembre, Napoléon III capitule. Pasteur, très proche de l'empereur, est effondré. Il se réfugie à Arbois et là, il va apprendre le bombardement du Muséum d'histoire naturelle, parce que Paris est bombardé sans arrêt. Alors là, il rentre dans une fureur noire. Et il renvoie à l'université de Bonn un diplôme de docteur honoris causa qui lui avait été décerné quelques années plus tôt. Et quelques jours après cette affaire des bombes, eh bien, il croit que son fils est mort dans la bataille d'Héricourt. Il le croit mort, il n'a plus de nouvelles. Et ça encore, ça ajoute à sa haine. Et toute l'admiration qu'il vouait au peuple allemand est balayée littéralement par un concentré de haine. Chacun de mes travaux, jusqu'à mon dernier jour, portera pour épigraphe « Haine à la Prusse, vengeance, vengeance ». Au fond, Pasteur en est persuadé. Le docteur allemand a raison. Mais il juge les preuves insuffisantes. C'est du travail d'amateur. Sa culture de bactéries n'a pas été faite avec assez de précautions.
il est temps de proposer une démonstration beaucoup plus rigoureuse. Lorsque l'article de Corr paraît, Pasteur est toujours plongé dans des travaux sur les fermentations, sur la bière en particulier. Et il n'ose toujours pas se lancer dans l'étude des maladies animales. Et à peine a-t-il lu cet article de Corr qu'il se met à travailler sur le charbon. Donc il est certain que c'est ce travail de Corr qui a été le petit coup de pouce qui a fait que Pasteur s'est mis à étudier les maladies animales, puis les maladies humaines. Vous avez la dernière dilution? La voilà, monsieur Pasteur. Bien. Eh bien, vous refaites exactement la même chose, quelques gouttes dans l'urine. Pour confirmer que c'est bien la bactérie, et elle seule, qui transmet la maladie, Pasteur applique une méthode qu'il maîtrise depuis son travail sur la bière, celle des dilutions successives. Et n'oubliez pas de reporter la date dans le carnet. On en est bien à la 3e dilution. Oui, monsieur Pasteur. Il nous en faudra au moins 10. Pasteur est parti d'une goutte de sang d'un mouton malade du charbon. Il la dilue dans de l'urine stérile, un milieu qui permet à la bactérie suspecte de se développer. Au bout d'une nuit, la bactérie s'est multipliée. Il prend alors une goutte de cette urine infectée et il la verse dans un nouveau tube d'urine stérile. Une fois encore, il laisse la bactérie se développer pendant une nuit. Il renouvelle cette opération pendant une dizaine de jours. Dans le dernier tube, la goutte de départ a été tellement diluée qu'il n'en reste quasiment plus rien. Le seul composant qui est toujours aussi présent, c'est cette bactérie qui s'est multipliée à chaque passage. Il reste à inoculer quelques gouttes de cette culture à un lapin. Cette fois, je crois qu'on y est. Le lendemain, l'injection a terrassé l'animal. La culture est donc aussi virulente que la goutte de sang de départ. Cette fois, la démonstration est imparable. C'est bien cette bactérie qui transmet la maladie du charbon. Pasteur ne se contente pas de confirmer les travaux du petit médecin. Il veut aller beaucoup plus loin et élucider l'énigme des champs maudits. Pourquoi la maladie se déclare-t-elle toujours aux mêmes endroits? L'été 1878, il décide d'aller étudier le phénomène sur le terrain. Je vous avais bien dit qu'il fallait tourner à droite. Là, vous êtes têtu, oh. Maintenant, nous sommes perdus. Il se rend chez M. Monoury, un gros agriculteur dans la région de Chartres, où le charbon fait de terribles dégâts. Monsieur Pasteur, je suis ravi. Moi aussi, monsieur Monoury. Je vous présente mon nouvel assistant, le docteur Émile Roux, aussi brillant que têtu. Assistant de monsieur Pasteur. Oui, c'est un honneur dont j'ai pleine conscience. Je suis depuis longtemps les travaux de monsieur Pasteur. Roux, nous pourrions peut-être abréger les présentations. Si nous allions voir vos champs, monsieur Monoury. Mais oui, allons-y. Par ici, je vous prie. Pasteur a lu attentivement les travaux de Robert Corr, et sur la question des champs maudits, il reconnaît que l'Allemand a donné une sérieuse piste avec sa découverte des spores. On doit penser que ces corpuscules peuvent passer d'une année à l'autre sans périr, prêts à propager le mal. C'est l'opinion du docteur Corr dans un mémoire remarquable. Mais la découverte de l'Allemand n'explique pas tout. Comment les spores pourraient-ils rester plusieurs années dans ces mêmes champs, malgré les intempéries? Voilà, nous y sommes. Et vous avez perdu combien de bêtes cette année, monsieur Monoury? Plus de 200. Et c'était pire il y a 2 ans. Je ne vous parle que de celles qui sont mortes du charbon, évidemment. Et dans ce champ, précisément? 32. C'est un des pires. On a bien pensé au vent, on a fait pousser une haie,
Mais rien à faire. Dès qu'on met des bêtes dans ce champ-là, la maladie revient. Et la végétation, monsieur? Aucune différence d'un champ à l'autre. De l'herbe, des chardons, et toutes les bêtes ont la même alimentation. C'est très étrange, effectivement. Qu'en pensez-vous, Roux? Eh bien, peut-être que nous pourrions faire des prélèvements du sol? Bonne idée. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, Roux. Pourquoi la terre est-elle plus sombre par ici? C'est là qu'on enterre les pauvres bêtes, alors évidemment, ça fait de l'engrais. Attendez, monsieur Monori, vous me dites que vous enterrez les bêtes malades dans le champ? Oui, tout le monde fait ça, c'est plus simple. Vous savez, quand vous perdez 30 bêtes d'un coup qui baignent dans leur sang noir, vous n'avez qu'une envie, c'est de les faire disparaître le plus vite possible. Regardez, Roux, regardez. Vous voyez? Vous comprenez? Non, là, monsieur, je ne suis pas sûr. Mais bien sûr que si vous comprenez. Ces tortillons, monsieur Monori... Ce sont des vers de terre, monsieur Pasteur. Non, mais je sais bien ce que c'est, monsieur Monori. Mais c'est peut-être bien plus que ça, voyez-vous? Oui. Et ce seraient les vers qui remonteraient à la surface. Évidemment. C'est tellement simple. Il nous faut analyser les vers. Allez-y, Roux. Bien sûr. L'analyse des vers confirmera l'intuition de Pasteur. L'énigme des champs maudits est enfin résolue. Ce sont les vers de terre qui sont les messagers des germes et qui, des profondeurs de l'enfouissement, ramènent à la surface du sol le terrible parasite. En complétant les travaux de l'Allemand, le Français donne un tournant décisif à sa carrière. La bataille contre les maladies contagieuses est engagée.